Ce qui me frappe le plus lorsque j'écoute des personnes parler de leurs relations difficiles, c'est à quel point elles doutent d'elles-mêmes avant même de douter de la relation. Elles me décrivent des situations qui les épuisent, des paroles qui les blessent, des silences qui les angoissent. Et pourtant, la première question qu'elles se posent n'est pas est-ce que cette relation me fait du mal, mais plutôt est-ce que je suis trop sensible. C'est là que commence le piège. Une relation ne devient pas toxique du jour au lendemain. Elle s'installe lentement, presque discrètement, à travers des petites atteintes répétées à l'estime de soi, des compromis constants, une adaptation permanente à l'autre au détriment de soi. Dans une relation saine, il existe des tensions, des désaccords, des maladresses. Cela fait partie de la condition humaine. Mais dans une relation toxique, quelque chose d'essentiel se fissure, le respect de soi. On commence à marcher sur des œufs, à anticiper les réactions de l'autre, à filtrer ses paroles, à minimiser ses besoins. C'est pas spectaculaire, c'est pas toujours violent, c'est souvent subtil. Et c'est précisément cette subtilité qui rend la situation si difficile à identifier. On s'habitue à l'inconfort, on s'habitue à se taire, on s'habitue à douter. Ce qui entretient ces liens nocifs, c'est pas seulement la peur de perdre l'autre. C'est aussi la peur de se retrouver face à soi-même. Quitter une relation toxique oblige à reconnaître que l'on a accepté trop longtemps l'inacceptable. Cela confronte à une forme de honte silencieuse. Beaucoup préfèrent supporter une souffrance connue plutôt que d'affronter l'inconnu. Le cerveau humain recherche la familiarité. Même lorsqu'elle est douloureuse, il associe le connu à la sécurité. Et ainsi, on reste. Il est important de comprendre que sortir d'une relation toxique ne commence pas par une rupture extérieure, mais par une prise de conscience intérieure. Tant que l'on continue à interpréter les comportements blessants comme des accidents isolés, des malentendus ou des périodes difficiles, rien ne change vraiment. Le premier basculement survient lorsque l'on cesse de chercher des excuses à l'autre et que l'on commence à écouter son propre malaise. Et ce malaise est un signal précieux. Il indique que quelque chose en nous n'est plus respecté. Et beaucoup de personnes pensent qu'une relation toxique se définit uniquement par des actes extrêmes. En réalité, elle se définit surtout par un climat émotionnel. Un climat où l'on se sent diminué, insécurisé, constamment remis en question. Un climat où l'amour est conditionnel, où l'attention alterne avec l'indifférence, où les reproches remplacent progressivement les encouragements. Cette instabilité crée une dépendance affective puissante. On attend les moments de douceur comme des récompenses rares et l'on accepte les périodes de tension comme un prix à payer. Ce mécanisme n'est pas une faiblesse morale. Il s'explique par notre besoin fondamental d'attachement. Nous sommes câblés pour rechercher le lien. Lorsque ce lien devient source de souffrance, notre premier réflexe n'est pas de le rompre, mais de tenter de le réparer. On se dit que si l'on change, si l'on fait plus d'efforts, si l'on comprend mieux l'autre, tout ira mieux. C'est une illusion très répandue. On investit davantage d'énergie dans la relation au moment même où elle nous en retire le plus. La question décisive n'est donc pas est-ce que cette personne est toxique, mais est-ce que je me sens respecté et en sécurité dans ce lien. Cette nuance est essentielle. Elle replace le centre de gravité sur soi. Sortir d'une relation toxique, c'est pas condamner l'autre, c'est se protéger. C'est pas un acte de vengeance, c'est un acte de responsabilité personnelle.
Et cette responsabilité commence par une lucidité parfois inconfortable, mais profondément libératrice. Lorsque l'on commence à admettre qu'une relation nous abîme, un autre phénomène apparaît presque immédiatement, la confusion. Euh, une partie de nous voit clairement les humiliations, les manipulations, les promesses non tenues, mais une autre partie se souvient des moments tendres, des rires partagés, des débuts passionnés. Cette ambivalence crée un tiraillement intérieur très puissant. Euh, on oscille entre lucidité et espoir, et c'est précisément cette oscillation qui maintient le lien en place. Les relations toxiques fonctionnent souvent sur un principe d'intermittence. Un jour, l'autre est froid, distant, critique. Le lendemain, il redevient attentif, charmant, presque irréprochable. Cette alternance agit comme un mécanisme de renforcement psychologique. Notre cerveau, sensible aux récompenses imprévisibles, s'accroche encore plus. C'est le même mécanisme que celui observé dans les dépendances. L'irrégularité de la gratification rend l'attente plus intense. On ne reste pas uniquement pour les mauvais moments, on reste pour l'espoir des bons. Progressivement, l'estime de soi s'érode, on commence à croire que l'on mérite ce traitement ou que l'on exagère, on internalise les reproches. Si l'autre nous accuse d'être trop exigeant, trop émotif, trop instable, on finit par douter de sa propre perception et ce brouillage est dangereux. Il altère notre capacité à faire confiance à notre ressenti. Or, la confiance en son ressenti est la boussole principale pour sortir d'une relation délétère. Il est également fréquent que la culpabilité joue un rôle central. Quitter semble cruel. On se dit que l'autre souffre aussi, qu'il a ses blessures, son histoire, ses fragilités. Et c'est souvent vrai, mais comprendre les blessures de quelqu'un ne signifie pas accepter qu'il nous blesse. La compassion ne doit jamais se transformer en sacrifice permanent. Sinon, on confond amour et endurance. Aimer ne consiste pas à tolérer l'intolérable, mais à construire un espace où chacun peut grandir sans se diminuer. Un autre élément important concerne la peur du vide. Beaucoup redoutent davantage la solitude que la souffrance relationnelle, la perspective de se retrouver seul, face à soi-même, sans distraction émotionnelle, peut sembler vertigineuse. Pourtant, cette solitude temporaire est souvent un passage nécessaire. Elle permet de reconstruire une relation plus saine avec soi. Rester dans un lien toxique pour éviter la solitude revient à repousser une étape essentielle de maturation affective. Il faut aussi parler de l'habitude. Le cerveau aime les schémas connus. Même lorsque ces schémas sont douloureux, ils offrent une forme de prévisibilité. Quitter signifie entrer dans l'inconnu et l'inconnu active l'anxiété. C'est pourquoi la décision de partir ne repose pas uniquement sur la compréhension intellectuelle du problème. Elle demande une régulation émotionnelle. Il faut apprendre à tolérer l'inconfort de la séparation pour ne pas retourner vers ce qui nous fait souffrir simplement parce que c'est familier. Sortir d'une relation toxique implique donc un double mouvement, clarifier intérieurement ce qui n'est plus acceptable et renforcer progressivement sa capacité à supporter le manque, le doute et la peur. Ce travail intérieur prépare le terrain pour un choix durable. Sans cette préparation, la rupture devient fragile. On peut partir physiquement tout en restant attaché psychologiquement, prêt à revenir au moindre signe de regret de l'autre. Le véritable tournant arrive
lorsque l'on cesse d'attendre que l'autre change pour commencer à se demander « qu'est-ce que moi je tolère et pourquoi ?» Cette question est inconfortable, mais elle redonne du pouvoir, elle transforme la posture de victime en posture d'acteur, elle ne nie pas la responsabilité de l'autre, mais elle met en lumière notre marge de manœuvre, et c'est dans cette marge que commence la liberté. L'un des points les plus délicats dans ce type de relation est la difficulté à reconnaître la manipulation émotionnelle lorsqu'elle est subtile. Il ne s'agit pas toujours de mensonges évidents ou d'agressions directes. Il peut s'agir de petites inversions de responsabilité, de remarques déguisées en conseils, de silences utilisés comme punition. Peu à peu, la personne en face finit par douter de sa propre perception. On appelle cela le brouillage psychologique. On ne sait plus très bien si l'on a raison de se sentir blessé, si l'on interprète mal, si l'on dramatise. Et lorsque la confiance en son propre jugement vacille, il devient extrêmement difficile de poser des limites, et pourtant un élément central pour sortir d'un lien nocif. Une limite n'est pas une attaque, ce n'est pas une menace, c'est une information claire sur ce que l'on accepte et ce que l'on n'accepte plus. Le problème est que beaucoup de personnes associent la pose de limite à la peur de perdre l'autre. Elles craignent d'être perçues comme dures, égoïstes ou excessives. Alors elles préfèrent se taire, négocier intérieurement, faire des concessions supplémentaires, mais chaque concession répétée sans réciprocité affaiblit un peu plus le respect de soi. Il est essentiel de comprendre que le respect ne se négocie pas, il se constate. Si, après avoir exprimé calmement un besoin ou une limite, l'autre répond par le mépris, la moquerie ou l'indifférence, cela fournit une information précieuse. On ne peut pas forcer quelqu'un à respecter nos limites, on peut seulement décider des conséquences si elles ne sont pas respectées. Et cette distinction est fondamentale, elle marque le passage d'une attente passive à une posture active. Un autre aspect souvent ignoré concerne la relation que l'on entretient avec ses propres besoins. Dans de nombreuses histoires affectives toxiques, la personne a appris très tôt à minimiser ses désirs pour maintenir le lien. Elle s'est adaptée, a développé une hypervigilance émotionnelle, a anticipé les humeurs de l'autre. Cette capacité d'adaptation peut être valorisée socialement, mais lorsqu'elle devient excessive, elle se transforme en effacement de soi. Sortir d'une relation toxique implique donc de réapprendre à identifier ce que l'on ressent réellement, indépendamment des attentes de l'autre. Il est aussi important d'observer les promesses répétées sans changement réel. Dans beaucoup de situations, l'autre reconnaît ses torts, s'excuse, promet d'évoluer. Sur le moment, cela ravive l'espoir, mais si les comportements reviennent identiques après quelques jours ou quelques semaines, il ne s'agit plus d'un accident, mais d'un schéma. Ce qui compte n'est pas l'intention déclarée, mais la cohérence dans la durée. L'amour ne se mesure pas à la force des excuses, mais à la stabilité des actes. Quitter ne signifie pas nier l'attachement. On peut aimer et reconnaître que la relation n'est plus viable. Ces deux réalités peuvent coexister. L'erreur serait de croire que l'intensité des sentiments justifie la souffrance chronique. L'intensité n'est pas un critère de qualité relationnelle. Une relation saine peut être calme, stable, parfois moins spectaculaire, mais profondément sécurisante. Et cette sécurité est un facteur essentiel de croissance personnelle.
La sortie d'un lien toxique est rarement un geste impulsif. C'est souvent le résultat d'un processus lent d'accumulation de prise de conscience, de tentatives, d'allers-retours. Il est important de ne pas se juger si l'on met du temps à partir. Chaque étape compte, chaque clarification intérieure renforce la capacité à agir. Ce qui importe, c'est la direction. Lorsque l'on commence à se choisir, même timidement, quelque chose change déjà. Et puis vient un moment plus clair, parfois discret, où l'on réalise que l'on préfère affronter la tristesse d'une séparation que continuer à vivre dans l'insécurité émotionnelle. Ce moment n'est pas spectaculaire, il est souvent silencieux, mais il marque un basculement profond. Ce n'est plus seulement la peur qui guide, mais le respect de soi, et ce respect devient progressivement plus fort que l'attachement qui retenait. Quand la décision de partir commence à prendre forme, une nouvelle étape s'ouvre, souvent plus éprouvante que prévu. Le détachement psychologique, rompre officiellement, est une chose. Désengager son esprit en est une autre. Beaucoup de personnes quittent physiquement la relation, mais restent intérieurement prisonnières des souvenirs, des espoirs, des scénarios imaginaires. Elles rejouent les conversations, analysent chaque détail, cherchent encore une explication rassurante. Ce travail mental incessant prolonge le lien et retarde la reconstruction. Il est essentiel de comprendre que le cerveau a besoin de temps pour se réorganiser dans une relation toxique, surtout lorsqu'elle a été intense. Des circuits émotionnels se sont consolidés. Le manque ressenti après la séparation n'est pas uniquement affectif, il est aussi biologique. L'habitude des échanges, même conflictuels, avait créé une forme de dépendance. Lorsque tout s'arrête, le système nerveux cherche à retrouver ce qu'il connaît. Cela peut provoquer des envies de reprendre contact, de vérifier les réseaux sociaux, de chercher un signe. Ce ne sont pas des preuves que la relation était saine. Ce sont des réactions de manque. Et pour traverser cette phase, il est nécessaire de poser des actes cohérents avec la décision prise. Limiter les contacts, éviter les conversations ambiguës, supprimer les sources de stimulation constante. Chaque interaction rouvre la plaie et relance l'illusion. Beaucoup croient pouvoir maintenir une proximité immédiate au nom de la maturité. En réalité, cette proximité empêche la cicatrisation. Il ne s'agit pas de haine ou de rejet brutal, mais de protection temporaire. Dans cette période, les émotions sont souvent contradictoires, soulagement et tristesse coexistent, fierté et doute alternent. Il est important d'accueillir ces mouvements sans les interpréter comme des signes d'erreur. La nostalgie n'est pas un indicateur de compatibilité, elle est simplement la trace d'un attachement. Accepter cette ambivalence permet d'éviter de revenir vers l'ancien schéma pour apaiser un inconfort passager. La reconstruction passe aussi par une réappropriation de son espace intérieur. Lorsqu'une relation a occupé une grande place, elle laisse un vide. Ce vide peut effrayer et pourtant il est fertile. Il offre la possibilité de redécouvrir ses goûts, ses rythmes, ses projets personnels. Beaucoup réalisent qu'elles avaient mis de côté des activités, des amitiés, des aspirations. Reprendre contact avec ces dimensions oubliées aide à rééquilibrer l'identité. Il est également précieux de revisiter l'histoire avec lucidité sans s'enfermer dans la culpabilité. Se demander ce qui a attiré dans cette relation, quel besoin elle venait combler, quelle fragilité elle a révélée, non pas pour se juger, mais pour apprendre. Chaque expérience, même douloureuse, contient des informations sur nos attentes affectives, nos limites, nos zones de vulnérabilité, et comprendre ces éléments
réduit le risque de reproduire le même scénario. Un piège fréquent après la sortie est la tentation de prouver que l'on va mieux en accélérant tout, se lancer dans une nouvelle relation immédiatement, multiplier les activités, afficher une indépendance irréprochable. Cette agitation peut masquer une peur de ressentir pleinement la perte. Or, le deuil relationnel demande un temps de digestion émotionnelle. Se donner ce temps est un acte de maturité. Progressivement, lorsque l'on respecte ce processus, quelque chose s'apaise. L'image de l'autre perd de son pouvoir, les souvenirs cessent d'être envahissants, la confiance en son discernement revient. On réalise que l'on a survécu à ce que l'on redoutait le plus, être seul. Et cette expérience renforce profondément l'estime de soi. Elle installe une conviction nouvelle, il est possible de se choisir sans s'effondrer. Après la séparation et les premières phases de détachement, un travail plus profond commence, souvent moins visible mais décisif, comprendre pourquoi cette relation a été tolérée aussi longtemps. Cette question n'a rien d'accusateur. Elle n'est pas destinée à se blâmer, mais à éclairer. Beaucoup de relations toxiques s'enracinent dans des schémas anciens, parfois installés dès l'enfance. Si l'on a appris que l'amour était conditionnel, instable ou mêlé à la critique, on risque de confondre intensité et affection, tension et passion. Il arrive fréquemment que l'on associe inconsciemment l'amour à l'effort permanent. Si l'on doit mériter l'attention, prouver sa valeur, réparer sans cesse les tensions, cela peut sembler familier. On ne s'en rend pas compte immédiatement car ce fonctionnement paraît normal. Sortir d'une relation toxique, c'est aussi réapprendre ce que signifie un lien équilibré. Un lien où l'on ne doit pas se justifier en permanence, où la sécurité émotionnelle est stable, où les désaccords ne deviennent pas des menaces. La peur de revivre la même histoire est également très présente. Certaines personnes, après une expérience douloureuse, se promettent de ne plus jamais se laisser prendre. Mais la vigilance excessive peut devenir une autre forme de prison. Il ne s'agit pas de se fermer, mais d'affiner son discernement. Apprendre à repérer les signaux précoces, le manque de cohérence entre paroles et actes, la tendance à inverser la responsabilité, la difficulté à accepter un refus. Ces indices, observés calmement dès le début, évitent bien des souffrances. Il est important de comprendre que la prévention ne passe pas par la méfiance permanente, mais par la solidité intérieure. Plus l'estime de soi est stable, moins on accepte les comportements dévalorisants. Une personne qui se respecte profondément ressent plus rapidement le malaise lorsqu'une limite est franchie. Elle ne cherche pas immédiatement à s'excuser ou à se remettre en question. Elle observe, elle évalue et elle ajuste sa position si nécessaire. Reconstruire cette solidité demande du temps et des actes concrets. Cela peut passer par un accompagnement thérapeutique, par des lectures, par un travail d'écriture personnelle. Écrire permet souvent de clarifier ce que l'on ressent réellement, de démêler les pensées confuses, de redonner une cohérence à son histoire. Ce processus aide à transformer l'expérience douloureuse en apprentissage structurant plutôt qu'en blessure ouverte. Un autre élément essentiel concerne la relation avec la solitude. Tant que la solitude est perçue comme un échec ou un vide, elle pousse à chercher rapidement une nouvelle relation. Lorsqu'elle est vécue comme un espace de croissance, elle devient un allié, apprendre à apprécier ses propres compagnies, à savourer des moments sans dépendance affective, renforce l'autonomie émotionnelle. Cette autonomie n'empêche pas d'aimer. Elle permet d'aimer sans se perdre.
Il est également nécessaire de redéfinir ce que l'on attend d'un partenaire, non pas une perfection irréaliste, mais des valeurs non négociables. Respect, écoute, cohérence, capacité à dialoguer. Avoir cette clarté évite de se laisser séduire uniquement par l'intensité émotionnelle ou le charme. L'attirance ne doit pas occulter les fondamentaux relationnels. L'équilibre entre désir et stabilité est un indicateur précieux. Progressivement, la sortie d'une relation toxique cesse d'être seulement une rupture douloureuse, elle devient un point de transformation. On ne revient pas identique de cette expérience si l'on accepte d'en tirer des enseignements. La lucidité acquise, la capacité à poser des limites, la connaissance de ses propres fragilités constituent un socle nouveau. Ce socle n'empêche pas toute difficulté future, mais il réduit considérablement le risque de retomber dans les mêmes dynamiques. Une étape déterminante dans ce cheminement consiste à apprendre à distinguer l'amour véritable de l'attachement anxieux dans une relation toxique. On confond souvent les deux. L'attachement anxieux se nourrit de peur, peur de perdre, peur de ne pas être choisi, peur d'être abandonné. Il crée une vigilance constante, une dépendance émotionnelle intense. L'amour véritable, lui, repose sur une sécurité intérieure. Il ne cherche pas à posséder ni à contrôler, il laisse de l'espace. Comprendre cette différence transforme profondément notre manière d'entrer en relation. Beaucoup de personnes qui sortent d'un lien nocif découvrent qu'elles ont fonctionné dans un mode de suradaptation. Elles anticipaient les besoins de l'autre, évitaient les conflits, faisaient passer leurs priorités en dernier. Cette posture peut sembler généreuse, mais lorsqu'elle est systématique, elle traduit souvent une peur sous-jacente de ne pas être aimé si l'on affirme ses désirs. Réapprendre à exprimer un besoin sans culpabilité est un exercice essentiel. Cela demande de la pratique, parfois de l'inconfort, mais chaque affirmation renforce l'identité. Il est également important d'observer la manière dont on gère les signaux d'alerte dans les débuts d'une nouvelle relation. L'enthousiasme peut conduire à minimiser des comportements dérangeants. On se dit que cela va s'améliorer, que l'autre traverse une période difficile. Or, ce que l'on tolère au départ devient souvent la norme plus tard. La cohérence et le respect doivent être présents dès le début. Ils ne s'installent pas par magie après des mois d'instabilité. Un autre apprentissage fondamental concerne la gestion des conflits. Dans une relation saine, le désaccord n'est pas vécu comme une menace pour le lien, il est l'occasion de mieux comprendre l'autre et soi-même. Dans un lien toxique, le conflit dégénère souvent en attaque personnelle, en silence punitif ou en manipulation. Apprendre à dialoguer sans violence et à écouter sans se sentir attaqué est une compétence relationnelle précieuse. Elle protège autant que les limites. Il faut aussi reconnaître que l'on peut ressentir de la nostalgie même lorsque la relation était destructrice. La mémoire émotionnelle sélectionne souvent les moments agréables et atténue les tensions. Cette idéalisation temporaire peut pousser à recontacter l'ancien partenaire. Dans ces moments-là, il est utile de se rappeler l'ensemble du tableau, pas seulement les instants lumineux. Tenir une liste des raisons pour lesquelles la décision a été prise peut aider à garder une vision équilibrée. Construire des relations plus saines implique de ralentir. L'intensité rapide peut donner l'illusion d'une connexion exceptionnelle.
Mais la stabilité se construit dans la durée à travers des actes répétés, une constance, une capacité à gérer les frustrations. Prendre le temps d'observer comment l'autre réagit face aux limites, aux désaccords, aux imprévus est souvent plus révélateur que les déclarations passionnées. Il est également précieux de cultiver des sphères de vie indépendantes de la relation, amitié, projet personnel, activité créative. Une relation équilibrée ne doit pas absorber toute l'identité. Maintenir des espaces autonomes protège contre la dépendance excessive et favorise un échange plus riche. Aimer ne signifie pas fusionner entièrement, mais choisir librement de partager. Avec le temps, si ce travail est intégré, la peur de retomber dans un schéma toxique diminue, non parce que l'on devient infaillible, mais parce que l'on développe une vigilance tranquille. On ne cherche plus à sauver ni à être sauvé. On cherche une rencontre équilibrée. Et cette recherche repose désormais sur une base intérieure plus solide, forgée par l'expérience et la réflexion. À mesure que l'on consolide cette nouvelle manière d'être en relation, un changement plus profond s'opère dans le rapport à soi-même. Sortir d'un lien toxique ne transforme pas uniquement la vie amoureuse, cela modifie la perception de sa propre valeur. Pendant longtemps, l'estime de soi a pu dépendre du regard de l'autre, de ses validations intermittentes, de ses rares moments de reconnaissance. Lorsque ce système s'effondre, il oblige à construire une source d'estime plus stable, moins dépendante des fluctuations extérieures. Ce travail intérieur demande d'identifier les croyances silencieuses qui ont soutenu la relation nocive. Certaines personnes découvrent qu'elles portaient en elles l'idée qu'il fallait souffrir pour être aimé ou qu'un lien intense devait forcément être instable. Ces croyances ne sont pas toujours conscientes. Elles se manifestent à travers des choix répétés, des attirances récurrentes vers des profils similaires. Les mettre en lumière permet de ne plus les subir. Il est également nécessaire d'apprendre à faire confiance à son intuition. Dans beaucoup de relations toxiques, des signaux précoces étaient présents, un malaise diffus, une incohérence ressentie, une tension persistante, mais ces signaux ont été ignorés au profit d'une explication rassurante. Réhabiliter l'intuition, c'est pas devenir méfiant, c'est reconnaître que le corps et l'émotion perçoivent parfois plus vite que l'analyse rationnelle. Lorsque quelque chose semble constamment déséquilibré, il est utile de s'arrêter et d'examiner cette impression plutôt que de la repousser. Un autre aspect fondamental concerne la capacité à tolérer la frustration. Dans une relation saine, l'autre ne comble pas tous les manques, ne répond pas immédiatement à chaque attente. La maturité affective consiste à accepter que l'on puisse être déçu ponctuellement sans remettre en cause l'ensemble du lien. À l'inverse, dans une relation toxique, la frustration devient chronique et insécurisante. Apprendre à distinguer une frustration normale d'un manque de respect répété évite les confusions. Il faut également aborder la question du pardon. Pardonner ne signifie pas minimiser ce qui a été vécu, ni se forcer à renouer le contact. Cela signifie surtout se libérer du poids constant de la rancune. Rester attaché à la colère peut maintenir le lien d'une autre manière. Le pardon, lorsqu'il est possible, est un processus intérieur. Il n'est pas obligatoire ni immédiat. Il survient lorsque l'on se sent suffisamment apaisé pour ne plus laisser le passé définir le présent. Au fil du temps, beaucoup réalisent que cette expérience, bien qu'éprouvante, a permis une forme d'éveil. Elle a révélé des fragilités, mais aussi des ressources insoupçonnées. La capacité à partir,
à traverser la solitude, à reconstruire une stabilité émotionnelle, témoigne d'une force réelle. Cette force n'est pas spectaculaire, elle est tranquille, elle s'appuie sur des choix répétés de respect de soi. Progressivement, la relation toxique cesse d'être le centre de l'histoire personnelle. Elle devient un chapitre, parfois douloureux, mais intégré. L'identité ne se définit plus par ce qui a été subi, mais par ce qui a été appris. Cette intégration est un signe de guérison. Elle permet d'envisager l'avenir sans crainte excessive, avec une lucidité sereine. Et c'est à ce stade que l'on peut réellement envisager de ne jamais y retourner, non par rigidité ou par peur, mais parce que les critères intérieurs ont changé. Ce qui paraissait acceptable autrefois ne l'est plus. Le respect de soi est devenu une valeur centrale. Et cette valeur agit comme un filtre naturel, orientant les choix futurs vers des relations plus équilibrées. Arriver au point où l'on sait que l'on ne reviendra pas en arrière n'est pas un acte de dureté, c'est un signe d'évolution. C'est pas une fermeture du cœur, mais une clarification des priorités. Lorsque l'on a traversé une relation toxique, en prenant le temps d'en comprendre les mécanismes, quelque chose se réorganise profondément. Le besoin d'intensité permanente laisse place au besoin de stabilité. La fascination pour le chaos émotionnel cède devant le désir de sérénité. Ne jamais y retourner ne signifie pas devenir inflexible ou méfiant à l'excès. Cela signifie avoir intégré une connaissance intime de ses limites. Il y a désormais des signaux que l'on ne peut plus ignorer. Le mépris déguisé en humour, la culpabilisation répétée, l'absence de responsabilité face aux erreurs. Ces signaux ne déclenchent plus un doute paralysant, mais une observation lucide. On n'essaie plus de convaincre l'autre de changer. On évalue simplement si le lien correspond à ses valeurs. Ce changement repose sur une conviction nouvelle. L'amour ne doit pas coûter la paix intérieure. Lorsqu'une relation exige de se diminuer, de s'excuser d'exister ou de surveiller en permanence ses paroles, elle n'est pas compatible avec une vie équilibrée. Cette évidence, une fois intégrée, agit comme une protection naturelle. On n'a plus besoin de s'efforcer de fuir les situations toxiques, elles deviennent moins attirantes. Il est également important de reconnaître que la tentation du retour peut ressurgir dans des moments de vulnérabilité. Un souvenir, une période de solitude, une difficulté personnelle peuvent raviver l'ancien attachement dans ces instants. La clé est de se rappeler l'ensemble du parcours. Pas seulement les instants de douceur, mais aussi les nuits d'angoisse, les doutes incessants, l'érosion progressive de l'estime de soi. La mémoire complète protège mieux que la nostalgie sélective. Construire des relations plus saines implique de rester attentif à soi dans la durée. Il ne suffit pas d'avoir quitté une fois. Il s'agit d'entretenir un dialogue intérieur constant, de vérifier régulièrement si l'on se sent respecté, entendu, sécurisé. Cette vigilance n'est pas anxieuse. Elle est douce, mais ferme. Elle repose sur la certitude que l'on mérite un lien où l'on peut être pleinement soi.